8 h du matin, autoroute du Sud. Les gendarmes viennent d'être appelés par un chauffeur routier victime d'un braquage sur une aire d'autoroute. Apparemment, les malfaiteurs n'en sont pas à leur coup d'essai. Voilà. Ce qu'on appelle les lumières, si vous voulez, c'est ça. Donc ça c'est quoi là? Ça c'est la lumière. C'est-à-dire qu'ils vous font des trous, ils regardent, ils jettent un œil, suivant ce qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, ils vous font un trou, comme celui-là et comme il y a de l'autre côté. À l'intérieur du camion, des ordinateurs, des imprimantes et des lecteurs DVD. Du matériel facile à revendre, la moitié du chargement a disparu. Hop, c'est impeccable. Quand on transporte du fret, ce qu'on appelle du fret sensible, on est stressé parce qu'on n'est pas à l'abri vous voyez, de ce travail-là. C'est pas, ce qui n'est pas normal et puis on ne sait pas comment il faut faire. Moi, il y a quelques années, un chauffeur qui s'est fait tuer parce que pour défendre sa marchandise. Il en est mort. Bon, qu'est-ce que vous... Voilà, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. N'importe quel parking où vous vous arrêtez pour dormir, quel que soit le chauffeur, quel que soit le camion, on n'est plus tranquille avec nos frettes. Seuls et sans protection, les chauffeurs routiers sont de plus en plus souvent la cible de bandes organisées. Des malfaiteurs qui ont délaissé les hold-up de banque trop dangereux pour s'attaquer aux poids lourds. Sur les routes de France, chaque jour, 6 camions sont attaqués et vidés de leur contenu. Les gendarmes multiplient les contrôles sur les autoroutes et sur les aires de repos. Mais il est difficile de prendre les voleurs sur le fait. Sur tous les parkings, des camions portent les traces des braquages. Ouais, il y en a deux là. Là, il y a deux coupures. Là, une là et une là. Les camions bâchés ne sont pas les seuls à être pillés. Les remorques métalliques ne résistent pas non plus aux malfaiteurs. Vous voyez là le plombage? Donc il suffit simplement de casser ça et vous ouvrez le camion. En fonction de ce qu'il y a dedans, de nuit, il charge ou il ne charge pas et il passe un autre camion. Et ils peuvent faire ça sur 500 km dans la nuit en s'arrêtant à toutes les aires de repos. La plupart du temps, les braquages ont lieu lorsque les chauffeurs sont absents ou au repos. La nuit, le conducteur dort, dans des cabines qui sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus insonorisées. Et puis quand vous avez des camions qui ont des attelages derrière, des tracteurs, si on s'attaque à la remorque, il y a de fortes chances que le conducteur dans le camion n'entende rien. Vous transportez quoi là, monsieur, actuellement? Là, c'est de la poudre de lait. Bon, un poudre de lait, ça peut intéresser. C'est facile d'ouvrir un camion en fait. Même on peut mettre n'importe quoi, il coupe les cadenas. Alors c'était au moment de Noël, ça fait 2 ans. J'étais chargé d'un client, ils m'ont ouvert les portes. Parce que la cabine a tremblé. J'ai ouvert le rideau, j'ai vu les portes ouvertes, des gaillards charger des cartons de yaourt. Bon il y a un camion qui est arrivé. Ils sont partis, on s'est mis. Et le lendemain matin, sur les 6 qu'on était, il y en a qui avaient des meules de gruyère, ils étaient partis, des caisses de fromage et tout. Ah, ils veulent même de la nourriture. Ah bah oui, hein. Ça les gêne pas du tout. Hein. C'est pour ça qu'à Lyon, maintenant, quand je suis vite, j'ouvre les portes. Comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un collègue là qui fait du café. Il s'est déjà fait braquer, ils l'ont pris dans la cabine, ils l'ont foutu dans le coffre de la voiture, ils ont été vider le camion, ils l'ont ramené, ils l'ont foutu dedans. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Les braqueurs n'agissent pas toujours au hasard. Bien souvent, ils connaissent la nature du chargement transporté dans les camions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'informateurs à l'intérieur des sociétés, des implants, comme on appelle, pour renseigner ensuite l'extérieur. Donc là, c'est vraiment organisé. On place quelqu'un dans la société, que ce soit un cariste, que ce soit un chef de quai ou même un chauffeur, pour simplement avoir du renseignement sur ce qui est chargé, ce qui va partir tel jour, telle heure. Des informateurs qui travaillent dans des entrepôts qui ressemblent à celui-ci, situés dans la région parisienne. Ici, la marchandise est stockée avant de partir dans les camions. Dans ce hangar, des millions d'euros de matériel destiné aux grands magasins et aux supermarchés. Cet homme est livreur, appelons-le Jean-Pierre. Il est au courant de toutes les marchandises qui transitent dans ce genre d'entrepôt. Il y a tout, c'est la vente de Alibaba ici. Il y a tout ce que tu veux.
du ski, de la bière, des habits, il y a tout ce que tu veux. À manger, tu veux, même des lits, même des livres des lits, des canapés, tout. Tout ce que tu veux. Des marchandises placées sous haute surveillance. Caméras de sécurité et agents en civil sont là pour dissuader les voleurs. Mais pourtant, les vols existent quand même. Jean-Pierre, le livreur, a trouvé la combine pour arrondir ses fins de mois. Dans l'entrepôt, c'est difficile. Le mieux, c'est de charger son camion. La plupart du temps, ça a un peu de chance. On peut charger quelque chose qui ne peut être vu, parce que c'est un petit colis. Et sur le trajet, sur la route, ça peut être livré rapidement. Chaque fois qu'il peut, Jean-Pierre embarque un petit colis en douce dans son camion. Peu importe ce qu'il contient, il sait qu'il arrivera toujours à le revendre. Depuis quelques jours, il a réussi à détourner des cartons de cartouches d'encre pour imprimante. C'est tombé du camion, comme on dit, et puis on va voir ce qu'on peut gagner avec. Qu'est-ce qui se vend le plus dans les trucs tombés du camion? C'est quoi là? La parfumerie, l'informatique, le textile, les grandes marques, quoi. En fait, ça coûte très cher. Vendu à l'unité, au magasin, c'est extrêmement cher. Ça vaut combien? Il y en a, c'est jusqu'à 30 € Pièce? Une pièce. Bon, moi, je vais les brader à 4 ou 5 € pour m'en débarrasser, parce que j'en ai beaucoup et que j'ai pas de temps à perdre. J'ai plusieurs clients qui sont intéressés. Maintenant, c'est le premier qui me paye. Il prend tout. Dans ce genre de choses, il n'y a pas de temps à perdre. Plus vite c'est écoulé, mieux c'est. Il ne faut pas que ça dépasse une semaine, sinon après, c'est du temps perdu. C'est-à-dire le temps que je mets pour dégager ça, en attendant, je pourrais avoir d'autres choses. Donc il faut d'abord que je débarrasse ça pour passer à autre chose. Jean-Pierre a rendez-vous avec un commerçant spécialisé dans l'informatique. Ouais. L'homme est très intéressé par ses cartouches d'encre. Il n'a pas de 57, c'est pas vrai. Non, je n'ai pas le 57. La transaction se fait en pleine rue, il ne faut pas traîner. La négociation dure à peine quelques minutes. Ah bon? Tu vas te vendre pour combien? Toi, je vais pas les faire cher, à 5 € un, c'est bon. 5 € pièce, une bonne affaire pour le commerçant. Il revendra les cartouches d'encre 5 fois plus cher dans sa boutique. Mais aux yeux de la loi, il est considéré comme un receleur et il encourt 1 an de prison et 400 000 € d'amende. Mon numéro, tu dis qui m'appelle, ok? Bon, allez, salut. Chez les transporteurs, ces trafics sont pris très au sérieux. Dans cet entrepôt, un des plus gros de la région parisienne, 9000 colis transitent chaque jour. Ici, pour éviter les tentations, on cache aux employés la nature de la marchandise. Et les produits sensibles sont protégés dans une pièce ultra sécurisée. Jean-Jacques Richard, président de la commission de sûreté du transport routier, nous y emmène. Donc là, nous rentrons dans la zone sécurisée. Dans cette zone sont stockés des produits hautement sensibles. Un exemple, ce sont des ordinateurs portables. Donc comme vous pouvez le constater, toutes les palettes sont neutres ou filmées en noir ou avec des cartons neutres comme vous pouvez le voir ici, ce qui ne permet pas justement aux chauffeurs de savoir ce qu'ils transportent. Mais ce n'est pas tout. Avant de quitter les entrepôts, les camions sont équipés de mouchards électroniques. Des mouchards qui permettront de suivre les camions par satellite pendant leur trajet grâce au système GPS. Un GPS, c'est une petite boîte comme celle-là, qui est dissimulée dans le véhicule. Et le chauffeur, en cas d'agression, appuie sur un bouton afin de déclencher l'alerte. Et après cela, il y a une procédure qui s'enclenche avec contact des forces de l'ordre et intervention des forces de l'ordre. Donc ça vous permet de localiser un véhicule en cas de problème? Un véhicule en cas de problème à 5 mètres près. Certains clients dissimulent ce boîtier GPS dans des cartons de façon à ce que si jamais le chargement est dissocié du camion, qu'on puisse retrouver le chargement. Par mesure de précaution, le chauffeur lui-même ne sait jamais où est caché le boîtier GPS. Une fois équipé, le camion est suivi à la trace par les ordinateurs des services de sécurité. Donc là, vous êtes au PC sécurité et vous avez aussi toutes les kits, la solution logicielle qui permet de suivre ce qui se passe sur le terrain. Donc en fait, les véhicules qui sont dispersés, que ce soit en France ou en Europe, en l'occurrence en temps réel. Donc nous avons un livreur qui est parti ce matin de Pavillon-sous-Bois dans le 93 et qui doit suivre cet itinéraire-là, donc l'itinéraire en vert. Donc la livraison
elle est symbolisée par l'adresse du client qui se trouve ici. À la moindre anomalie, le PC sécurité déclenche l'alerte. Police et gendarmerie interviennent en quelques minutes sur les lieux du braquage, avant que la marchandise ne soit écoulée sur le marché parallèle. Un marché alimenté aussi par les contrebandes et les contrefaçons. Nous sommes à la frontière belge, il est 9 h du matin. Les douaniers renforcent leur surveillance. Après les vêtements et les parfums tombés du camion, ils constatent depuis plusieurs mois que de nouveaux produits de luxe commencent à inonder le marché parallèle. On recherche du caviar, on recherche des alcools tels que la vodka ou alors du champagne. Ici, un camion en provenance d'Italie éveille les soupçons des douaniers. Le chauffeur transporte des bouteilles de vin, mais aussi plusieurs centaines de cartons douteux qui sont immédiatement saisis et entreposés dans un hangar. Il y a 430 cartons, je crois, et puis ça fait environ 2000 bouteilles, quoi. La particularité, en fait, au départ, c'est que c'était un camion qui venait d'Italie et qu'on a trouvé des cartons marqués produits en France. Ça nous a un petit peu attiré l'œil, quoi. Et puis en ouvrant, on a ouvert les cartons, et en ouvrant le carton, et on s'est rendu compte que c'était marqué champagne, alors que sur les cartons, bon, c'était pas marqué. Et on s'est dit du champagne qui vient d'Italie. On a demandé au chauffeur s'il avait chargé en France, quelque part. Il nous a dit non, qu'il avait tout chargé en Italie. Donc là, ça nous a semblé un peu étrange. On a commencé à regarder la bouteille. Et j'ai ma collègue qui a vu que c'était marqué « Maison fondée en 1898, fondée sans eux ». Ça, c'est une faute d'orthographe grossière. Donc on s'est dit que c'était pas possible. Une faute d'orthographe sur une bouteille de champagne, c'est pas possible. C'est un produit de luxe et ils font pas de faute. Vrai ou faux champagne? Pour en avoir le cœur net, les douaniers s'adressent aux spécialistes du laboratoire d'analyse du comité interprofessionnel du vin de Champagne. Alors Jean-Michel, cette analyse de notre prétendu champagne, qu'est-ce que ça donne? Bien écoutez, vous voyez, d'après la couleur, on a déjà fait quelques tests, il se verrait que ça ne sert pas vraiment du champagne. Non, oui, on a quand même une couleur plus claire par rapport à un champagne normal, on va dire. La couleur est beaucoup plus nette, celle-ci est vraiment très claire. Donc on a lancé toute une batterie de tests. Vous voulez voir l'analyse? Oui. Je vais examiner ça en détail. Voilà, monsieur Marier. Merci. Bonne journée. L'analyse est imparable, ce vin n'est pas du champagne. Nous avons affaire à un vin élaboré à partir du cépage muscat. Le cépage muscat est interdit en Champagne. Les vins de Champagne sont élaborés à l'aide de 3 cépages, le chardonnay, le pinot noir et le meunier. Donc c'est très strict. C'est très strict, c'est une réglementation très rigoureuse. Et ce vin, élaboré à partir du muscat, n'est pas, bien évidemment, du champagne. Il s'agit donc d'un vulgaire mousseux, mais qui devait être vendu sous le manteau, au prix du champagne. Une bonne marge pour les trafiquants et une mauvaise affaire pour les acheteurs qui se font purement et simplement arnaquer. Alors quand on achète du champagne, pour éviter de se faire tromper sur la marchandise, il faut savoir observer quelques détails tout simples. La capsule ici, ce qu'on appelle une CRD, une capsule représentative de droit. Pour les vins de champagne, elle doit être de couleur verte. Celle-ci est blanche. Ça ne peut pas être du champagne. C'est un faux. Il y a d'autres éléments flagrants. Vous voyez que ce bouchon ne comporte aucune mention. Cette plaque également. S'agissant d'un vin de champagne, il y a obligatoirement la mention de l'appellation champagne qui se trouve soit ici dans cette partie du bouchon qui est à l'intérieur de la bouteille, soit également sur le miroir du bouchon, dans la partie du bouchon qui est au contact du vin. Voilà. Méfiez-vous donc des produits tombés du camion. En les achetant, vous risquez de vous retrouver avec des produits contrefaits, mais surtout, vous êtes considéré comme un receleur et vous allez voir que le recel peut réserver de très mauvaises surprises. Nous sommes en Bourgogne, près de Villefranche-sur-Saône. Les gendarmes sont sur la piste d'une bande de voleurs spécialisés dans les vols de grands crus. Donc voilà, c'est là que tout a commencé. Dans la nuit, ils sont rentrés dans ce complexe qu'on voit en bas, là, avec 2 camions. Et ils ont chargé 8500 bouteilles de grands crus. Et ils nous ont laissé un tout petit fil conducteur. Et depuis, on tire, et on essaye de remonter.
En remontant la piste, les gendarmes ont découvert qu'un homme aurait acheté quelques caisses de vin en provenance du hangar. Le maître chien et l'homme d'attaque derrière. Est-il un simple receleur ou fait-il partie de la bande de voleurs qui écume la région? Pour le savoir, les gendarmes décident de l'interpeller. Mais l'homme est un chasseur, il serait armé. Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Ils décident d'intervenir en force. Gendarmerie, gendarmerie. Bougez pas, les mains en l'air. Gendarmerie, on bouge pas. Les mains en délit. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Alors, monsieur, les mains sur la tête. Ok. Il y a combien de personnes dans l'habitation? Vous êtes combien? Bougez pas, bougez pas. Les mains sur la tête, monsieur. Les mains sur la tête, ça gêne. Mains sur la tête, monsieur. C'est rapide, là. Couchez-vous, madame. Couchez-vous. Vous êtes à partir de ce jour, 6h10, vous faites l'objet d'une mesure de garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire ouverte par le juge d'instruction de Villefranche-sur-Saône, ouverte pour vol en bande organisée et tentative de vol en bande organisée. Donc il est 6h10, donc vous êtes à disposition de la gendarmerie. Mais il y a une erreur là. Eh ben on verra ça. C'est sûr, L'homme ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Sous le lit, les gendarmes découvrent une carabine à lunettes. Ah, c'est quoi ça? C'est où? C'est une carabine 22 Lanriff avec laquelle j'ai tiré des corbeaux, des machins ici. Un peu de la chasse. Mais ça, c'est pas une carabine de chasse. Il est déchargé? Oui. D'accord, très bien. On va discuter entre hommes, ça peut être très simple pour vous comme très long. Est-ce que vous avez des bouteilles de vin? Ah, ben voilà. Alors, je vais vous dire, ça sert à rien qu'on tourne en rond pendant 2 heures. J'ai acheté 6 cartons qui sont dans la coque. Vous savez même pas que j'ai laisse cette coque. Si j'avais voulu, je vous aurais fait tourner toute la journée, je vous y emmène. Et puis voilà, mais j'ai acheté 6 cartons. Je suis pas truand, je suis pas voleur. Je veux bien être à la limite des receleurs de ces 6 cartons de vin. Je vous y emmène, je vous les montre. C'est dans sa cave que l'homme a rangé ses bouteilles, probablement sans penser à mal. Ça, c'est eux. Ça. Il doit y avoir ça, je pense. Là. Oui. Et sûrement ces deux-là. D'accord. Ah, il y a ça qui doit être aussi. Ça? Je sais pas, monsieur. C'est bon, laissez. Au total, les gendarmes vont saisir une quarantaine de bouteilles. Rien que des grands crus qui sont mis sous scellé. L'acheteur, quant à lui, est mis en examen pour recel. S'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de casseur. Voilà. Alors ces gens-là sont en prison et ils se demandent pourquoi ils sont en prison. Quand on achète quelque chose dans l'expression tomber du camion, il faut assumer la responsabilité. Quand vous avez des bouteilles comme ça, comme celle-ci, qui valent, je sais pas moi, 30 ou 40 euros en sortie de cave, donc qui valent 60 euros dans le commerce, si vous les achetez 10 euros à un individu dont la profession n'est pas de vendre du vin, vous commettez irrémédiablement un recel et il faut en assumer ensuite les responsabilités. Ce monsieur ne le savait certainement pas, mais il risque 30 000 euros d'amende et 2 années de prison. Paris, une des boutiques les plus luxueuses de la capitale. Sa spécialité, le caviar. Des œufs d'esturgeon qui valent une fortune, des diamants noirs vendus 5 000 euros le kilo. À ce prix-là, on a quand même le droit de goûter avant de faire son choix. 250 grammes? Oui. 250 grammes, c'est une petite boîte comme celle-ci, qui vaut tout de même la bagatelle de 1 300 euros. Un seul grain de caviar comme celui-ci, c'est 1 euro au cours officiel. Un prix exorbitant qui donne des idées aux fraudeurs. Le caviar tombé du camion commence à faire son apparition. Nous avons rencontré un revendeur qui fait venir du caviar d'Iran, normalement le meilleur du monde, par une filière illégale. C'est des petites boîtes comme ça, de 125 grammes. Et c'est du beluga? Ça, c'est du beluga, voilà. C'est la meilleure qualité. Une petite boîte de 125 grammes qu'il revend 5 fois moins cher que le cours officiel. Notre vendeur va tenter de trouver preneur dans des épiceries fines. Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Je voudrais savoir si vous êtes acheteur de caviar par hasard. Acheteur? Oui, pour acheter pour revendre éventuellement. Non. Parce que je travaille avec une société iranienne qui amène caviar iranien. D'accord. C'est un truc officiel qui vient d'Iran, c'est ça? Deuxième tentative dans une autre épicerie fine de renom. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir si par hasard vous acheterez du caviar qui arrive un peu... On a notre propre fournisseur dans notre propre circuit. D'accord. Bah, écoutez, bonne continuation. Merci, au revoir, pardon. Deuxième tentative, deuxième échec. Si ces commerçants refusent, c'est parce qu'ils connaissent la loi. Ils savent qu'une condamnation pour recel pourrait les obliger à fermer boutique. Mais d'autres sont moins scrupuleux. Le caviar tombé du camion alimenterait 90% du marché français. Nous sommes à Calais. Les douaniers viennent d'intercepter cet autocar en provenance de Pologne. Donc une fois les passagers sortis du bus avec leurs bagages, on vérifie qu'il ne reste rien dans les soutes, ni dissimulé par les passagers, ni par les chauffeurs. Parfois, voilà, on a des grosses surprises. Et cette fois-ci, avec la découverte derrière des packs de bière, de cylindres enrobés de plastique et de scotch noir. Donc, étant douanier, nous sommes très curieux. Donc, on a voulu identifier ce que ça renfermait. Et dans ces cylindres de plastique noir, ils découvrent des boîtes de caviar russe de 500 grammes chacune. Il y a, à première vue, premier décompte, il y a 6 boîtes par ballot de 500 grammes, donc il y a 3 kilos dans chaque cylindre. Donc là, on en a 4, ça va 12 kilos de caviar. Là, c'est déjà du semi-gros, ça c'est destiné pas à la revente, c'est plutôt destiné à des restaurants qui ont déjà une grosse capacité d'écoulement. Là, il est déjà conditionné, il est prêt à la vente. Hein. Là, il est prêt à la vente, c'est très très gras. Voilà. Il a voyagé dans de bonnes conditions, il est consommable. Celui-là, ça m'étonnerait du fait que, bon, normalement, ça doit être transporté à une température inférieure à 4 degrés. Ce qui n'était pas le cas pour ce caviar dissimulé à côté du moteur. Mais pour les douaniers, les surprises continuent. À l'intérieur de l'autocar, ils retrouvent 12 kilos dans la glacière du chauffeur. Et encore 12 kilos dans celle des passagers. Total, 36 kilos de caviar. Valeur marchande, 144 000 €. Autant que la drogue, mais pour les trafiquants, les peines encourues sont beaucoup moins lourdes. L'amende est de l'ordre d'1 à 2 fois la valeur des marchandises sur le marché. Nous pouvons également saisir le véhicule, ce qui fait une peine complémentaire. Là, c'est ce qui a été fait. Le véhicule a été saisi et, avec l'accord du parquet, une forte amende a été prononcée. Pour garantir à leurs clients la provenance et la qualité de leurs produits, les négociants officiels ont trouvé la parade. Vous avez sur l'étiquette l'origine du produit, le type de sélection, la Sodextra impériale, l'origine Kazakhstan, et vous avez un scellé de garantie. Ça permet d'éviter la contrefaçon. Si on vous donne une boîte de chez nous qui n'a pas le scellé, bon bah donc ça a été re-rempli. Parce que malheureusement, ça on ne peut pas l'empêcher. Caviar, champagne, grand cru, ordinateur, contrefaçon en tout genre. L'an dernier, les douaniers ont saisi 4 500 000 pièces tombées du camion, soit 10% de plus qu'en 2004. Elles terminent toutes au même endroit, une déchetterie spéciale dans un lieu tenu secret où elles sont systématiquement détruites et brûlées.